Bonjour et bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. Retenez bien son nom, elle s'appelle Kaia Kallas et depuis le 1er décembre dernier, elle est la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Plus simplement, elle est la chef de la diplomatie européenne, désignée par les États membres dès le 27 juin dernier, puis confirmée dans ses fonctions après le processus de validation de la Commission. Elle est la première européenne de l'Est à occuper ce poste. Ex-première ministre estonienne, elle est une opposante virulente à Poutine, peut-être à cause de son histoire personnelle. Sa mère et sa grand-mère ont été déportées en Sibérie par l'Union soviétique au début de la Seconde Guerre mondiale. Dans la première interview depuis son entrée en fonction, elle a appelé à transférer les 120 milliards d'avoirs russes à l'Ukraine, à augmenter l'aide de l'Union pour compenser un éventuel manque à gagner avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche et à accroître l'investissement dans la défense européenne. Jean-Marie et Alain, nous avons une nouvelle chef de la diplomatie. Elle est particulièrement volontaire, mais est-ce qu'une seule personne suffit à modifier la politique de l'Union ? C'est difficile parce que regardez la période précédente avec l'ancien ministre espagnol, qui avait d'ailleurs été ministre des Affaires étrangères et qui était le représentant de la diplomatie, entre guillemets, européenne, parce qu'il n'y a pas de diplomatie européenne, il y a des positions que la Commission peut exprimer au nom de tous, mais il n'y a pas véritablement à ce stade encore une politique étrangère de l'Union européenne. Il a pris des positions dans le conflit israélo-palestinien très très fermes, qui ont d'ailleurs beaucoup heurté en Israël, mais qu'on peut discuter, mais qui n'étaient pas non plus en elles-mêmes choquantes, parce qu'il décrivait aussi une situation, mais ça n'a pas entraîné tout le monde dans son sillage. Chacun a continué à avoir à définir sa propre attitude vis-à-vis d'Israël ou vis-à-vis de ce conflit. Donc ça n'est pas une personne seule qui peut changer les choses. Simplement, ce qui est intéressant avec elle, c'est que elle met l'accent sur ce qui menace directement, ici et maintenant, l'Union européenne. Et donc, je pense que le fait qu'elle occupe cette position permet aux uns et aux autres de prendre vraiment conscience, en tout cas d'être bien informés de ce qui menace non seulement le nord de l'Europe, les pays baltes, mais aussi l'ensemble de l'Union européenne. Et donc, elle a à la fois une fonction d'éclaireur, et en même temps, elle permet peut-être de mobiliser les opinions ou un certain nombre de pays sur des dangers qui ne leur apparaissaient pas d'un premier abord. Elle ne changera pas la position de Viktor Orban, ça c'est sûr. Elle ne changera pas la position de tel autre petit pays qui est très tenté par la Russie. Elle permet, cela dit, de voir clair dans le jeu de la Russie et d'alerter suffisamment pour qu'on prenne nos précautions et qu'on cesse de considérer qu'il faut de toute façon se concilier avec Vladimir Poutine. Alain, quelle est votre opinion, vous, sur Kaia Kallas ? Est-ce que vous pensez qu'elle peut entraîner un changement dans l'Union ? Elle a dit dans son interview, si on veut la paix, il faut préparer la guerre. Alors c'est une formule célèbre. Elle est d'ailleurs aussi qualifiée de faucon anti-russe par de nombreux médias européens. Mais est-ce que son arrivée marque un changement de paradigme ? Est-ce qu'elle peut avoir une influence durable et forte sur la politique extérieure de l'Union ? Sur le fond, ce qu'elle dit ne diffère pas de ce que disait Josep Borrell, l'Espagnol Josep Borrell avant elle, ne diffère pas. Ne diffère pas non plus de ce que dit la présidente de la Commission, Madame van der Leyen. Simplement, il y a ce poids particulier, cette sensibilité particulière venant de quelqu'un qui vient des pays baltes, si vous voulez. Et donc, ça compte. Là, on est confronté tous les jours à la frontière, à la Russie, à l'impérialisme russe. Elle a vécu aussi par ses grands-parents et par sa mère, ce qu'ont été les déportations en Sibérie d'une partie de la population des pays baltes et notamment d'Estonie. Et puis, si vous voulez vous situer un peu dans les mois qui viennent, il va vraisemblablement y avoir à Berlin un chancelier, le patron de la CDU, Monsieur Merz, qui lui est sur cette ligne, et sur une ligne beaucoup plus dure que ne l'était le chancelier actuel, Monsieur Scholz. C'est clé pour l'Europe d'avoir un chancelier qui est plutôt défavorable aux Russes, puisqu'on sait que les rapports entre Berlin et Moscou ont toujours été assez proches. Il y a une proximité liée au gaz russe. Donc ce changement de chancelier peut avoir un effet important sur la position de l'Union de manière globale par rapport à Moscou.
Ah oui, c'est différent d'avoir, de ce point de vue-là, un chancelier qui est sur la ligne du président Macron, sur la ligne de la Grande-Bretagne, sur la ligne de Madame van der Leyen, et donc qui est sur une ligne beaucoup plus confrontationnelle, aussi de confrontation sur tous les plans avec la Russie. Bien sûr que ça compte. On est dans un espace de sensibilité politique qui doivent l'emporter. Si on veut que cette sensibilité politique l'emporte, il faut qu'elle soit incarnée. Et c'est vrai qu'elle est particulièrement bien incarnée par Madame Kallas, comme elle l'est par la présidente de la Commission, elle le sera s'il est chancelier par Monsieur Merz, mais vous avez aussi Madame Meloni qui n'est pas très éloignée non plus, en dépit du fait qu'elle a su maintenir des bonnes relations tout de même avec la Russie de Vladimir Poutine. Vous avez le président Macron et vous avez les Britanniques. C'est important parce que cette question ukrainienne va être, je le crois, mais c'est une estimation, hein, c'est du pifomètre, mais je crois que ça va être l'année test pour l'Europe. On pourra en parler plus tard, mais je pense que l'Europe va être amenée à jouer un rôle important s'il y a une négociation de paix, et si la négociation se termine par un accord, même un accord provisoire. À ce moment-là, l'Europe sera soumise au test. Est-elle capable, oui ou non, de déployer des troupes en Ukraine ? Zelensky a appelé à ce que l'Union européenne participe aux négociations avec la Russie, si négociations il y a. Donc l'Union ne sera pas exclue d'éventuelles négociations entre Kiev, Moscou, sous le patronage éventuel des États-Unis. Fondamentalement, elle sera exclue parce que ce qui va se passer de décisif, c'est ce qui va se dire entre Trump et Poutine. Et moi, on ne m'enlèvera pas de l'idée que de toute façon, le point d'atterrissage de Trump sera très proche, sinon superposable aux positions de Vladimir Poutine. Il n'y a pas une seule prise de parole de Donald Trump qui soit défavorable à Vladimir Poutine, alors même que Vladimir Poutine concède qu'il aurait dû, dit-il, envahir plus tôt. Donc, le doute est complètement levé. Pour ceux qui doutaient encore que la Russie était l'agresseur, j'aurais dû envahir plus tôt. Donc, et là, dans les discussions qui s'amorcent, ou ce que laisse filtrer Donald Trump et ce que laisse filtrer son représentant sur ce sujet, l'ancien général Kellogg, rien n'est favorable à l'Ukraine, rien du tout. Donc, on a le sentiment que tout le poids de la négociation va peser sur les épaules de l'Ukraine dans une contrainte phénoménale exercée par l'Ukraine, puisque Trump a dit lui-même que si l'Ukraine ne participait pas, ne se pliait pas à cette négociation, l'aide américaine s'interromprait ou serait suspendue ou s'arrêterait tout bonnement. Ce qui est aussi une façon de dire, voilà, vous avez perdu la guerre, donc circulez, il n'y a plus rien à voir. Je suis de ce point de vue-là persuadé qu'il y a une proximité qui était apparue pendant la campagne électorale, mais qui s'est ensuite dissipée, médiatiquement parlant, j'entends une proximité réelle, forte, et jusqu'à présent non démentie entre Trump et Vladimir Poutine. Le grand débat qui a lieu aujourd'hui, en ce moment, quand on suit un petit peu les différents experts qui se prononcent sur les plateaux de télévision, c'est de savoir si finalement Trump n'est pas plus subtil que cela et ne va pas plutôt essayer d'obtenir quelque chose de Poutine. Mais qu'est-ce que peut être ce quelque chose à partir du moment où on accepte l'annexion des territoires conquis par l'armée russe et l'annexion de la Crimée. Donc, alors, c'est vrai que Trump s'est engagé à faire la paix. Donc, il attendra sans doute un geste de Poutine pour dire mais la paix, elle sera dessinée par Vladimir Poutine et Donald Trump dans leur tête-à-tête et non pas avec le secours des Européens. Alors justement, ces négociations, vous avez cité Vladimir Poutine qui disait qu'il aurait dû mener son opération militaire spéciale en Ukraine plus tôt que ce qu'il a fait. Il a dit ça lors de sa conférence de presse annuelle, interminable, plus de 4 heures, où il répond aux questions à la fois des Russes et des médias. Lors de cette conférence de presse, il a quand même montré qu'il n'était pas forcément prêt à négocier, mais plutôt à imposer des conditions à Kiev. C'est ce qui, en tout cas, ressort de pas mal d'analyses, qui n'est peut-être pas forcément la vôtre, d'ailleurs, Alain. Non, c'est pas la mienne. C'est ce qu'on entend beaucoup à Paris, mais si vous regardez la tonalité, par exemple, des interprétations, il y a une autre tonalité aussi, et on peut prouver que cette autre tonalité dessine quelque chose qui se met en place
et qui sera peut-être moins défavorable à l'Ukraine que ce qu'on l'imagine ou que ce que disait tout de suite Jean-Marie. Je note plusieurs choses. Premièrement, c'est une conférence de presse que j'ai lue entièrement, du début à la fin, sur toutes les questions. La Syrie, la Russie, etc. C'est une conférence de presse où il apparaît comme particulièrement décontracté. C'est la conférence du « tout va bien ». Tout va bien. Franchement, la Syrie, c'est pas un échec. L'Ukraine, c'est long, mais tout va pour nous dans le bon sens. Trump veut négocier, mais moi, je suis prêt quand il veut à négocier. Biden, on interroge sur Biden, mais moi, je comprends très bien ce qu'a fait Joe Biden. Ça me le rend même plus sympathique à l'égard de son fils, d'avoir amnistié son fils. Il n'y a pas de rhétorique, de diatribe anti-occidentale, comme il y a très, très souvent chez lui. Il n'y en a pas. Il a cessé de mettre comme condition, il a dit une négociation sans précondition. Alors là, il faut bien suivre son discours, sans précondition. Une des préconditions qu'il posait jusqu'à il y a encore quelques mois pour négocier, c'était il faut pas avoir un gouvernement de nazis à Kiev. On négocie pas avec des nazis. Autrement dit, je négocie pas avec Zelensky. Retournement. C'est fini ça. Il a dit on ne signera pas avec Zelensky parce que techniquement il n'est plus président, puisque les présidentielles auraient dû avoir lieu cette année, donc il faudra attendre qu'il soit réélu pour qu'il mette sa signature, s'il est réélu. Mais en revanche, on signera l'accord avec le président de la Rada, qui est du parti de Zelensky d'ailleurs, le président de la Rada qui est le Parlement ukrainien. Quand on va dans ces détails-là, sur la possibilité de la signature d'un accord, on peut y voir un changement de tonalité. Alors après, il ajoute, bien entendu, il n'est pas question de céder les territoires que nous avons conquis. Bon, il leur reste encore une partie, s'ils veulent conquérir les 4 régions qu'ils voulaient, qui forment l'ensemble du Donbass, c'est pas sûr qu'ils y arrivent d'ailleurs, mais enfin, il dit ça. Ok, très bien, mais tout le monde sait déjà que s'il y a une négociation, elle portera sur la manière dont on qualifie la ligne de cessez-le-feu. Les Russes diront « c'est une frontière », les Occidentaux et les autres diront « non ». L'annexion a été majoritairement, de manière écrasante, refusée par l'Assemblée générale des Nations unies, et la question n'a pas été devant le Conseil de sécurité, mais majoritairement, là il n'y a pas de Sud, il n'y a pas de Global Sud, etc. Tout le monde a voté contre l'annexion, à l'exception de la Syrie de Bachar al-Assad et de la Corée du Nord. Bon, c'est pas grand monde. Les Chinois se sont abstenus, mais ils sont contre. Ils ont refusé, les Chinois, l'annexion de la Crimée. Il ne faut pas l'oublier. Donc, tout le monde sait bien que la question sera comment on définit cette ligne. Pour les uns, ça sera une frontière. Pour les autres, ça sera une ligne de cessez-le-feu. Et il y a des lignes de cessez-le-feu qui durent longtemps, comme celle qui sépare les 2 Corées. La guerre s'arrête en 52-53, 1952-53, et la ligne tient toujours, et chacun la qualifie de la manière dont il veut la qualifier. Donc déjà, je trouve que c'est intéressant. Et ensuite, il dit il ne faut pas que l'Ukraine appartienne à l'OTAN. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Trump est contre. Les Britanniques sont pour, les Français sont pour, mais il faut qu'il y ait l'unanimité à l'OTAN. Il n'y aura pas d'unanimité sur cette question-là. Est-ce qu'elle est si importante que ça? Je ne crois pas. Tout dépendra du niveau, du maintien de l'aide militaire occidentale à l'Ukraine. C'est ça qui compte. Sinon, tous les pays de l'OTAN sont habitués à travailler maintenant avec l'armée ukrainienne. C'est pas un problème. C'est comme quand la Suède est rentrée dans l'OTAN, il n'y avait rien à faire. La Suède, elle était dans l'OTAN, dans les faits, depuis longtemps. Donc il dit ça, c'est sa position de départ. Mais c'est tout. J'ai rarement entendu faire un discours sur l'Ukraine où il accepte le fait qu'on discutera avec le gouvernement du président Zelensky. Il définit déjà, ok, si on signera pas avec Zelensky, mais on signera avec le président de la Rada. C'est quand même aller assez loin dans la perspective d'une négociation. Il parle aux Russes autant qu'aux Ukrainiens ou aux étrangers. Il parle aux Russes. Et on sait bien qu'il a du mal à mobiliser, qu'il ne veut pas mobiliser. C'est pour ça qu'il se paye des mercenaires nord-coréens et qu'il doit payer très cher les jeunes Russes qui veulent aller au combat. Bon, il dit tout ça. Si vous mettez ça en parallèle avec ce qu'a dit il y a un mois Zelensky. Zelensky dit, bon, les territoires, à l'évidence, on n'a pas les moyens militaires, c'est ce qu'avait dit son ancien chef d'état-major, de les récupérer. Ok. Donc ce qui compte, c'est quand même de faire la paix. Donc nous, si on a des garanties de sécurité en béton suffisantes, avec des Occidentaux sur place, on peut envisager de signer un accord de paix. Et une fois la paix installée,
par la voie diplomatique et politique, ça pourra peut-être prendre 40 ans, dit-il, on négociera sur le statut de la ligne de cessez-le-feu. Autrement dit, Zelensky est dans une perspective qui n'est pas forcément si éloignée de ça que ce qu'a laissé entendre, parce que je ne veux pas me prononcer définitivement, de ce qu'a laissé entendre le président Poutine. J'ajoute que quand vous lisez le papier d'une 40aine de pages qu'a écrit le général Keith Kellogg, qu'évoquait tout à l'heure Jean-Marie, qui est le général à la retraite, ancien du Conseil national de sécurité, et qui dit voilà ce qu'il faudrait faire. Il y a un autre signataire qui est un politologue. Voilà ce qu'il faudrait faire en Ukraine. Bon, c'est une critique féroce du ni la guerre ni la paix de ce qu'a fait l'administration Biden. Et lui, il se situe bien entendu dans la perspective d'une négociation de paix. Il est beaucoup plus dur que ce qu'a dit Donald Trump là-dessus, beaucoup plus, parce qu'il lui dit on n'arrête pas l'aide américaine avant une négociation. Ça n'a pas de sens. L'aide américaine, elle se poursuit. Et l'aide américaine, elle joue un rôle dans la négociation. Et même, on peut dire à Poutine, vous savez, si nous, on veut vous faire pression sur la Russie, on a les moyens de faire pression sur la Russie, parce que si on met 120 milliards ou 300 milliards de dollars sur la table, en disant, si on n'arrive pas à quelque chose avec l'Ukraine, voilà ce qu'on va donner à l'Ukraine, une sorte de crédit à long terme pour qu'ils puissent continuer à s'armer. Bon, c'est ça qu'il dit. Et ensuite, il dit, certes, on n'imagine pas comment les territoires peuvent être récupérés, mais on imagine les garanties de sécurité, en revanche, qui peuvent être celles de l'Ukraine. Et là, il y a la ligne Trump qui est pas de soldats américains, pas de déploiement sous la bannière de l'OTAN, mais des déploiements européens substantiels. Autrement dit, si les Russes veulent reprendre la guerre et s'attaquer, comme ils en ont certainement très envie, à Odessa, ils seront face à des soldats britanniques, français, italiens, polonais, allemands, baltes, suédois. Si vous voulez. Là, ce qui compte, c'est le symbole. C'est pas forcément... Il est évident que nous n'avons pas les moyens militaires de défendre une ligne qui s'étend sur 1000 kilomètres. Mais on s'appuiera sur une armée ukrainienne qui, je vous le rappelle, compte 1 million d'hommes, dont 300 000 combattants extrêmement aguerris. Et donc, si l'Europe n'est pas capable de déployer 3 ou 4 divisions, 40 000 hommes ou 50 000 hommes, le long d'une ligne de cessez-le-feu en Europe, là, le test sera terrible pour l'Europe. Alors, de quelle Europe s'agit-il ? Dans quel cadre faire cela ? Moi, je pense, comme le laissait entendre aussi Jean-Marie, qu'il n'y aura pas d'unanimité au sein des 27 de l'Union européenne. Il n'y aura pas d'unanimité. Est-ce que c'est grave ? Non, on peut faire autrement. Il y a quelque chose qui s'appelle le pilier européen de l'OTAN. On n'a pas besoin d'appeler ça OTAN d'ailleurs, mais c'est le pilier européen de l'OTAN, dans lequel les armées polonaises, britanniques, françaises, italiennes et polonaises sont déjà habituées à travailler. Et donc on peut imaginer un déploiement européen qui aurait l'appui de l'Union européenne, peut-être. Mais le cadre de ce déploiement sera plutôt, à mon avis, celui du pilier européen de l'OTAN. C'est d'ailleurs la base naissante de ce que pourrait être ou de ce que pourra être une Europe de la défense, plutôt que de l'imaginer nécessairement propulsée par l'Union européenne. En même temps, tout ça est très bien, si ça se déroule comme ça. Si ça se déroule comme ça. Simplement, si on regarde après avec un peu de distance, qu'est-ce qui s'est passé ? La Russie a envahi l'Ukraine. Au bout de la route, elle a conquis 20% du territoire ukrainien et la Crimée. Est-ce qu'elle doit abandonner cela ? Non. Donc il est vainqueur de cela. Et pendant ce temps, pendant qu'on négocie, pendant qu'on s'interroge sur l'attitude de Poutine, pendant ce temps, il se passe des choses en Roumanie gravissimes, au point que les juges roumains ont dû annuler un premier tour d'élection présidentielle, tant l'ingérence russe était patente et visible. La Géorgie est en train de repasser sous contrôle russe complètement, au mépris d'ailleurs du sentiment de la majorité de la population. Là, qui résiste quand même malgré tout. Oui, mais il y a quand même eu là un trucage au bénéfice de la Russie. Donc la Russie est active. Elle est active aussi, évidemment, avec le complice et le télégraphiste du Kremlin, Viktor Orban. Elle est aussi pas loin en Slovaquie. Elle est aussi très active dans différentes zones. C'est d'ailleurs, revenons à Madame Kallas, qui, elle, alerte en permanence sur les manœuvres russes un petit peu partout dans les territoires de l'Est européen, c'est-à-dire l'ancien glacis soviétique que Poutine n'a qu'une ambition, c'est de récupérer. Et la cible suivante, ce seront les pays baltes. Ça, tout le monde le sait, ou tout le monde le dit ou l'écrit. Vers quel horizon allons-nous, si ce n'est une agressivité russe de plus en plus patente, de plus en plus visible,
avec la protection de la neutralité américaine. C'est ça qui va changer, c'est que les États-Unis vont passer de premier défenseur de l'Union européenne, premier défenseur de l'Europe, militairement parlant, à une position de neutralité qui va au fond donner carte blanche à Vladimir Poutine. Dès lors qu'on pensera à autre chose, on sera concentré sur autre chose, il poussera une autre offensive. Et son objectif, ce sera évidemment d'obtenir par des élections plus ou moins trafiquées, un gouvernement qui lui soit favorable ici, un autre qui lui soit favorable là. Il joue cela en permanence. Donc la défaisance progressive de l'Union européenne. On la connaît, cette guerre d'influence de Vladimir Poutine. Oui, mais ça n'empêche pas d'avancer, ça n'empêche pas d'un certain nombre... Il y a toute une série d'opinions qui étaient jusqu'à présent pro-russes ou fascinées par le modèle de gouvernement de Poutine, qui vont dire, vous voyez, la paix est là. De quoi on nous parle? Il a fait la paix, c'est un homme de paix, il faut vite se réconcilier avec lui. Oui, mais cette guerre, l'Union n'a pas les moyens ou n'a pas la volonté de la mener contre Poutine? Certains l'auront, mais tous les secteurs de l'opinion, non. L'opinion est partagée. Regardez déjà les flottements qu'il y a en Allemagne. La gauche est rattrapée par une tradition un petit peu pacifiste ou neutraliste de la part d'un certain nombre de... Ça, c'est l'historique un peu du SPD. Et c'est vrai que la donne va changer politiquement en Allemagne. Mais en France, il y a bien un parti pro-russe qui existe et qui va continuer de se manifester et se manifester encore davantage. Donc voilà, c'est cela qui nous pend au nez d'une certaine façon. On a vu quand même des demandes au niveau européen par rapport à TikTok et par rapport à l'ingérence, à l'influence qu'a eu TikTok dans l'élection roumaine. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des mesures comme ça, politiques ou diplomatiques, ou des règles qui empêcheraient justement ces tentatives de manipulation? Parce qu'on sait par quoi elles passent. Elles passent par les réseaux sociaux, elles passent par les... Mais est-ce que l'Europe, ça dépend actuellement... qui gouverne en Europe. Ça dépendra de la couleur des gouvernements. Vous avez toute une fraction populo-nationalo-populiste, d'extrême droite le plus souvent, qui est ouvertement favorable... Mais est-elle vraiment majoritaire dans l'Union? Elle ne l'est pas aujourd'hui. Mais Poutine va s'employer à ce qu'elle le devienne. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête. L'affaire ukrainienne, à toute chance, risque de se terminer à l'avantage objectif de Poutine. Donc ce sera une raison pour lui, après avoir reconstitué ses forces et avoir essayé de pousser son avantage dans d'autres pays européens, de repasser à l'offensive. Dernière question et dernier dossier. Dans la conférence de presse, Vladimir Poutine a évoqué la Syrie. Pour lui, ce n'est pas du tout une défaite de la Russie. Kalia Kallas, elle, parle d'humiliation pour Moscou, cette chute de Bachar el-Assad. Une question quand même. Cette défaite russe en Syrie, est-ce qu'elle marque un tournant de l'influence de Moscou dans le reste du monde? Et on sait que Moscou s'emploie depuis quelques années à marquer son territoire, en Afrique en particulier. Est-ce que cette défaite en Syrie marque finalement le début de quelque chose, d'une perte d'influence globale? Sans doute. En tout cas, vous avez déjà des articles qui font état des interrogations qui se font en Afrique, notamment les pays du Sahel, d'où les Français ont été chassés, pour faire la place aux Russes. Il faut dire les choses comme elles sont, pour faire la place aux Russes, qu'il s'agisse du Burkina, du Mali, pas encore du Tchad, mais peut-être demain du Tchad et du Niger. Eh bien là, les gouvernements en place, qui sont en général des militaires, se posent des questions. Est-ce que la Russie est un allié solide? Voilà ce que peut avoir comme répercussion ce qui s'est passé en Syrie. Alors, Poutine, lui, a dit que non, c'était pas un échec, qu'ils avaient établi des relations avec, et ce qui me paraît vrai, avec le parti qui est au pouvoir en ce moment à Damas, la milice dominante HTC qui est au pouvoir à Damas. Je constate que les grandes bases militaires russes n'ont pas été touchées. Peut-être y avait-il un accord entre les Turcs, les Russes et les Iraniens. Je constate que les 4000 gardiens de la révolution iranienne qui étaient en Syrie, notamment dans la région de Damas, ont été transportés à la base militaire de Hmeimim, qui est la base aérienne, près de Latakia, au bord de la Méditerranée, dans la zone alawite, et que de là, il y a eu un pont aérien continu pour évacuer les Russes, mais aussi d'autres étrangers, comme les Iraniens, par exemple. Et Poutine a dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, que le HTC lui avait demandé de pouvoir utiliser cette base aérienne de Hmeimim pour l'acheminement d'une aide humanitaire, ce à quoi, naturellement, les Russes ont répondu oui. Donc, je ne sais pas. Bien sûr que c'est un revers. Bien sûr que c'était un point d'appui en Méditerranée orientale. Bien sûr que la base de Tartous, on ne sait pas quel est son avenir. C'est la principale base maritime des Russes vers l'Afrique pour leur politique d'expansion en Afrique. Et la base aérienne de Hmeimim est la base qui permet à leurs avions de rejoindre l'Afrique du Sahel, parce qu'il n'y a pas d'avion, ils n'ont pas la possibilité d'organiser un pont aérien autrement. Donc voilà, bien sûr que c'est un échec, de même que le démantèlement de ce qu'on a
appelé l'axe de la résistance, l'affaiblissement de l'Iran, l'affaiblissement considérable du Hezbollah, le démantèlement du Hamas. Je vous rappelle que tous ces gens-là, Hezbollah, Hamas et République islamique d'Iran, s'étaient considérablement rapprochés de la Russie ces dernières années. En tout cas, depuis les événements du 7 octobre, donc c'est quand même une Russie sur le recul. Mais c'était une conférence de presse pour dire « rassurez-vous, tout va bien ». Alors on peut se dire, c'est que tout ne va pas aussi bien que ça. Quand nous parlons avec Jean-Marie de la Russie, ou entre diplomates, professeurs, experts, journalistes, on se pose toujours la même question. Quelles contraintes subit Poutine à l'intérieur? Y a-t-il des contraintes économiques? Y a-t-il des contraintes politiques? Y a-t-il des contraintes militaires? Il a mis beaucoup de généraux en prison. Donc il doit y avoir des batailles de pouvoir. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Mais pour le moment, le système tient. On nous a tellement dit que ce système était fragile, sur le point de s'effondrer, ceci, les oligarques vont faire ceci ou cela, l'armée n'est pas contente. Ouais, enfin, pour le moment, le système de pouvoir russe me paraît solidement installé et solidement en place. Merci Alain, merci Jean-Marie. On se retrouve en 2025 pour le retour du Monde devant soi. D'ici là, bonne fête à vous. Bonne fête Christophe. Merci Christophe, bonne fête. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.